Samedi 28 décembre 2024, merci à vous d'être ensemble avec nous dans le monde en 7. Et comme c'est la dernière émission de cette année 2024, on va profiter juste pour faire des retros sur cette année qui vient de s'écouler. On fera un retro dans le monde pour évoquer la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On parlera également de la guerre entre l'Israël et la Palestine. Et puis le retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Nous ferons ensuite un retro sur le continent africain pour parler de la guerre au niveau du Soudan. On va parler du terrorisme au Sahel et la transition politique qui se joue au Sénégal et au Ghana. Et on va faire, pour finir, un retro au niveau du Togo pour évoquer le changement de régime politique, la vie chère et les mesures sociales du gouvernement togolais avec 3 invités sur le plateau. Frédéric Azeglo, qui est conseiller régional suppléant de l'Union pour la République. Frédéric Azeglo, bonsoir. Bonsoir à toi aussi, à vos amis, bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. Face à vous, Marcel Agbessinou. Marcel Agbessinou est journaliste et juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et c'est un réel plaisir pour moi de découvrir encore à nouveau et surtout à la fin de cette année 2024 mes 2 grands frères aînés, grand frère Frédéric Azeglo et Louis Kamako, tous de la région Martinique. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Bonsoir Louis. Bonsoir chers confrères, bonsoir à mes 2 co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Et merci à vous tous d'être notre invité. On va commencer donc, comme je le disais, avec ce retro sur 2024, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 3 ans déjà que ce conflit a commencé. Rien n'y fit, le conflit se poursuit. Plusieurs dizaines de milliers de morts de part et d'autre. Et aujourd'hui, difficilement, on semble voir le bout du tunnel. Est-ce que 2025 sera l'année de la fin de cette guerre avec la signature d'un accord de paix? On en parle tout de suite avec les invités. Louis Kamako, un regard d'abord sur ce conflit qui aujourd'hui ne fait que, disons, trop durer dans le temps. Oui, bien évidemment, un conflit qui ne fait que trop durer dans le temps et malheureusement, le bout du tunnel est encore loin parce que la guerre, quand vous questionnez un peu l'essence de cette guerre, c'est une guerre que beaucoup d'Ukrainiens ont appelée une guerre de canapé. Parce que beaucoup s'attendaient à tout sauf cette guerre-là, parce qu'ils ne s'attendaient pas à venir. Et ça a prouvé à l'époque que c'était une ambition démesurée en fait de l'OTAN, qui voulait justement atteindre la Russie à travers l'Ukraine, ce que le président russe Vladimir Poutine a vite compris et il n'a pas voulu se laisser manger la laine sur le dos. C'est une guerre qui se déroule en fait un peu loin en fait des médias africains, du moins les médias sur lesquels moi j'interviens. Et pendant longtemps, ce que nous font croire les médias occidentaux, c'est que c'est l'Ukraine en fait qui mène la cadence et que les pronostics disaient que en mine de rien, l'Ukraine justement va marcher sur la Russie. Mais malheureusement aujourd'hui, les faits sont têtus. Quand vous voyez le développement des dernières actualités, vous allez justement vous rendre compte que tout ce qu'on nous servait, ce n'était que du fake entre guillemets, parce que au début, on nous faisait croire que l'Ukraine a le soutien de toute l'humanité, avec les sorties en fait du président ukrainien Zelensky, qui justement faisait des allers-retours devant les tribunaux des Nations Unies, devant les institutions internationales justement, pour demander le soutien de tout le monde. L'Afrique a été sollicitée, sauf que là, le continent africain s'est montré en fait très réservé et très smart face à cette crise-là. L'Afrique ne s'est pas mêlée. Et donc, on faisait croire justement à l'Ukraine ou bien à toute l'humanité que l'OTAN, par exemple, l'OTAN et les Occidentaux sont du côté de l'Ukraine. C'est ce qui fait que vous allez constater que durant toute cette période-là, on a noté une publicité exagérée des armes. C'est-à-dire que les armes sont vendues, on fait la publicité des armes justement pour déstabiliser psychologiquement la Russie. Mais malheureusement ou bien heureusement, la Russie a toujours tenu bon. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que le président ukrainien a compris que tout ce qui se passe n'était que un soutien de façade, parce que aux dernières nouvelles,
il cherche même à discuter avec la Russie. Et dans cette tractation, en fait, de vouloir discuter avec la Russie, il est également à la recherche des alliés qu'il trouve vainement. Donc ça prouve à suffisance qu'en réalité, le soutien en question n'était qu'un soutien de faille et que tous ces pays occidentaux, bien tout l'OTAN réunis, en fait, tous les pays réunis ne font pas le poids devant un pays comme la Russie. Donc les pronostics sont faussés. Aujourd'hui, c'est la Russie qui mène la guerre. Et donc aujourd'hui, c'est la Russie qui a le vent en poupe, d'autant plus que je le disais tout à l'heure, le président ukrainien veut discuter avec la Russie. Et donc ça montre suffisamment que la Russie, justement, c'est elle qui tient la cadence. Marcel Agbessilou, est-ce que c'est le regard que vous portez aussi sur cette guerre? Je dirais que depuis le début de la guerre, les médias occidentaux ont vite fait de parler d'invasion. Aujourd'hui, on a l'impression que la rhétorique a un peu changé, mais quand vous analysez la situation, est-ce que vous pensez que du côté de la Russie, je dirais, est-ce qu'elle a gagné la guerre dans l'opinion? Mais je peux vous confirmer et vous rassurer que la guerre a été gagnée d'avance, même avant que les forces loyalistes ne soient sur le terrain ukrainien. On connaît, vous le savez, je le sais, que les Occidentaux, les médias occidentaux, ils ont l'habitude de faire une propagande qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire une propagande irréelle et fictive, et fait croire à la face du monde que c'est l'Ukraine qui a le vent en poupe, alors que si vous regardez de tout près les sorties médiatiques, les va-et-vient du président ukrainien Zelensky, il a fait pratiquement le tour du monde, que ce soit en quête de soutien, en recherchant de soutien de gauche à droite, mais ce soutien peine toujours à prendre corps. Et même les avions de guerre qu'il a sollicités de gauche à droite, jusqu'à présent, c'est toujours des cassettes déjà vues. Il n'a eu aucun soutien. Mais de l'autre côté de Poutine, vous verrez avec moi qu'il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a même d'autres puissances qui sont peut-être en Asie, qui le soutiennent en coulisses. Et Poutine, avec ses armes, ses missiles de longue portée, c'est dur aujourd'hui. Il y a des analyses, il y a des pronostics, ou bien il y a certains calculs qui font dire à la face du monde que même pour intercepter les missiles russes, il n'y a même pas, les Américains, l'OTAN en général, ils n'ont même pas des machines pour intercepter les missiles que si Vladimir Poutine veut vraiment se lancer dans cette guerre, il y a certains missiles que les Américains, y compris les Occidentaux, ne pourront jamais intercepter. De là, vu ce que mon co-débatteur Louis Kamako venait de dire, effectivement, je peux confirmer qu'il y a la reddition de l'Ukraine. Zelensky est en train de changer de fusil d'épaule. Avant, il tenait des discours très enflammés. Très enflammés. Il a enragé les troupes. Mais aujourd'hui, il est en train de faire des rétropédalages, des marches arrière. Parce qu'il est en face d'une réalité maintenant que bon, le chemin est encore plus loin. Et par quel moyen il n'a même pas ses forces, son armée un peu incapable de combattre avec véhémence l'armée russe. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'armée russe est la première puissance militaire après les États-Unis au monde. Donc face à cette armée qui est un peu lourdement armée, qui dispose des arsenaux de guerre, face à une Ukraine qui est malmenée et dupée par les Occidentaux, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui que l'Ukraine peut, ou bien Zelensky avec ses troupes, ils peuvent toutefois venir à bout de la Russie. Mieux, il faut discuter, il faut aller à la table de discussion. Et si vous le permettez, il y a un juriste qui a souvent dit que
mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Honoré de Balzac. Donc, moi, à mon avis, l'Ukraine a l'intérêt de sauvegarder sa population, ou bien Zelensky a l'intérêt de sauvegarder sa population et la protéger contre au moins le nombre de pertes de vies humaines. D'accord. Est-ce que vous pensez, Frédéric Azeglo, que ce conflit, je le dis, ça fait un peu plus de 3 ans que la dure maintenant, c'est un conflit perdu d'avance pour l'Ukraine? Oui, un conflit perdu d'avance pour l'Ukraine et pour la Russie. Et pour la Russie, je suis désolé. Je suis un des rares jeunes Africains qui pensent que Poutine n'aurait pas dû entrer en guerre. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous organisez une guerre qui, il y a 1 an, fait tuer plus de 18 000 Russes. Vous partez défendre quelque chose. Vous faites tuer plus de 18 000 de vos compatriotes. Du n'importe quoi. Vous faites tuer plus de 18 000 de vos compatriotes. Il a gagné quelle guerre? Poutine a fait quoi? Non. Si nous parlons, un sage togolais dit, la guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On sait, dans les conditions dans lesquelles on décrète, on lance une guerre, mais on ne sait pas du tout, on n'a aucune idée de comment ça va finir. Alors, ce que Poutine a enclenché en Ukraine, tout le monde l'applaudit. Moi, je suis très déçu. Je suis très, très déçu. On l'applaudit pourquoi? Envoyer beaucoup d'hommes, de femmes, des enfants en enfer comme ça, tuer les gens, c'est ça? Vous savez pas ce qu'on applaudit. Mais maintenant, il a dit, il aurait dit, parce que je n'ai pas les preuves, qu'il n'a que quelques jours, 2-3 jours, 1 semaine pour finir avec l'Ukraine. Voilà, ça fait 3 ans. Bon, c'est ça, c'est ce que les médias occidentaux ont servi. Ça fait 3 ans. Il a dit qu'il allait finir avec ces gens-là dans moins d'une semaine. Ça fait 3 ans. Lui-même se perd. Alors, quand on s'en va tuer un général Russe, au cœur de la Russie, Poutine gagne quelle guerre? Il gagne quelle guerre? Il inflige des pertes à l'Ukraine. L'Ukraine lui inflige des pertes. Alors, si vous parlez de table ronde, de s'asseoir et de signer des accords, de définir des circonstances dans lesquelles la paix peut revenir, moi j'ai toujours dit qu'on peut toujours commencer par la paix. On peut toujours commencer par les négociations. Lorsque l'Afrique, nos compatriotes, des gens vont cesser d'applaudir Poutine, il s'asseyera dans sa chambre et dira c'est pas bien. Combien de Russes sont réduits au silence parce qu'ils ont osé critiquer la guerre absurde menée en Ukraine? Beaucoup de personnes. Allez-y organiser un référendum ou une consultation en Russie pour voir combien soutient cette guerre-là. Il peut avoir raison. Quelque chose peut être en train de vouloir malmener ou entasser la quiétude de Poutine ou du gouvernement de Poutine ou de toute la Russie. Il va réagir. Le président, il est élu pour protéger le peuple. D'accord. Mais pourquoi ne pas commencer par ces assises-là? Aujourd'hui, si M. Poutine doit se dire la vérité, ce qu'il comptait aller faire dans une semaine, ça fait 3 ans, il ne sait même pas où il est. Il ne sait pas où il est. Il n'y a pas que l'Ukraine qui a eu des pertes, il y a eu des pertes graves en Russie. Du côté de la Russie. Graves du côté de la Russie. Alors, quel est ce président Nakolili qui maintenant fait encore venir les gens pour être tués? Vous n'avez pas appris, vous êtes journalistes tous, vous le savez mieux que moi, que des Coréens ont été tués aujourd'hui, hier, en Ukraine. C'est quoi cette guerre-là? C'est quoi cette histoire? Il faut que la paix... Moi, tout ce que je dirais dans ma vie, partout où je serai, chaque fois que j'ai l'occasion, c'est que la paix soit préservée. Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre. Une paix piètre vaut mieux qu'une bonne guerre. J'ai écouté M. Azeglo, j'ai l'impression qu'il tente de nous faire comprendre que l'instigateur de cette guerre-là, c'est Vladimir Poutine, alors que ce n'est pas le cas. J'essayais tout à l'heure, j'ai fleuré, j'ai survolé d'une manière ou d'une autre l'origine de cette guerre. C'est-à-dire que je parlais justement d'une guerre de Kanaké parce que personne ne s'y attendait.
Et quand vous prenez par exemple ce qui se passe en Russie, c'est-à-dire on a souvent dit que l'OTAN voulait justement se servir de l'Ukraine pour atteindre la Russie. Et ça, pour moi, c'est la réalité. Ça, on a dit. Là, attendez, s'il vous plaît. Quand on prend les armes, on quitte la Russie pour rentrer en Ukraine, qui a déclenché la guerre. Mais si les Ukrainiens ne sont jamais allés en Russie. Juste épiloguer là-dessus, mais quand vous voyez ce qui se passe. Moi, je dis ce que je vois. Oui, laissez-les les robots. Quand vous voyez la manière dont la guerre même s'est déclenchée, quand vous voyez le soutien ou bien les simulacres de soutien que l'Ukraine avait au début et que vous voyez aujourd'hui la situation sur le terrain, ça veut dire tout simplement que Vladimir Poutine n'en est pour rien. C'est juste parce qu'à un moment donné, beaucoup de pays ont voulu régler des comptes à la Russie. Et pour le faire, il va justement trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'Ukraine. Et là, je pense que le président Zelensky, maintenant, est en train de comprendre que pendant longtemps, il a été roulé dans la farine par les uns et les autres. Et qu'il voulait, justement, les gens voulaient se servir de son pays, justement, pour une guerre sans merci. Aujourd'hui, il a vu que sur tout le terrain, il n'est pas à la hauteur devant une Russie qui est militairement équipée. La preuve, naturellement. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de Donald Trump. Si, à un moment donné, Donald Trump a pu être réélu, en fait, à la tête, en fait, des États-Unis, c'est juste parce que il s'est montré hostile à cette guerre-là. Il a d'une manière ou d'une autre soutenu Vladimir Poutine dans cette percée. Et donc, je pense qu'à un moment donné, les gens ont compris que cette guerre-là a été orchestrée, c'est une guerre d'intérêt et ça ne fait que ralentir en fait le monde entier. Quand vous parlez de soutien, c'est pour cela, je disais tout à l'heure que les Africains se sont montrés réservés. À un moment donné, ils se sont montrés rationalistes et réalistes. Ils ont trouvé qu'ils n'ont rien à faire dans cette guerre-là. Macky Sall a dit qu'il y a eu un agresseur. Bien sûr, qu'il y a eu agresseur. Oui, l'agresseur c'est M. Poutine. Non, mais sauf qu'il ne l'a pas cité. Sauf qu'il ne l'a pas cité. Donc moi, c'est pour ça que je dis que malheureusement, dans cette crise-là, on se sert souvent des versions ou bien de ce que nous disent en fait les médias occidentaux et on en fait une réalité. Mais quand vous voyez entre les lignes, vous allez justement vous rendre compte que cette guerre-là a été juste orchestrée pour régler des comptes à la Russie. Justement, Marcel Aguessilou, est-ce qu'en l'état actuel des choses, on peut considérer que la Russie s'est fait entendre? Oui, depuis son cri a au moins touché la face du monde. Parce que la Russie de Poutine, c'est une Russie qui est un peu souveraine, autonome, depuis qu'ils ont quitté la Seconde Guerre mondiale en passant par la guerre froide. Poutine est en train de préparer, c'est une guerre qu'il a souvent préparée depuis des années. C'est une guerre économique que les Occidentaux, quoi qu'on dise, ils refusent bon an mal an. C'est une guerre économique que Poutine est en train de mener en Ukraine. Mais en dehors d'une guerre économique, c'est une guerre de revanche contre les Occidentaux et l'OTAN. Donc son cri, ou bien sa stratégie de combat et sa stratégie médiatique que nous ne comprenons pas ici en Afrique, sauf les médias occidentaux qui sont là pour nous amadouer, nous endormir, que c'est l'Ukraine qui a le vent en poupe. Vladimir Poutine, derrière lui, il y a un sérieux qui est derrière lui, il y a un sérieux qui est derrière son armée pour au moins combattre l'ennemi en face. Et l'ennemi en face, ils sont nombreux face à la Russie seule. C'est-à-dire que vous verrez les Occidentaux, vous verrez l'OTAN et d'autres puissances étrangères face à elle seule. À elle, c'est la Russie. Et là, c'est une guerre économique telle que je venais de le dire, parce que les Occidentaux voulaient montrer leur hégémonie, ils veulent monopoliser le commerce, le marché international de Donetsk et de Donbass, alors qu'il y a les ressources minières et énergétiques que convoitait l'Ukraine, la Russie. Alors la Russie voyait le territoire là, si vous permettez peut-être, il y a certaines choses que vous ignorez, mais permettez-moi de vous informer qu'il y a une zone en Ukraine très peuplée
peuplé majoritairement par les Russes. C'est-à-dire que c'est considéré comme un territoire russe. Mais les Occidentaux voulaient manipuler cette population acquise à la cause de la Russie pour leur propre guise. Raison pour laquelle, à la surprise de tous ces Occidentaux et à la puissance étrangère, Vladimir Poutine a déclenché la guerre là-bas. Au départ, il disait que c'est l'invasion russe, tout ça. Mais ils ont compris, une guerre, on sait qu'on ne peut pas terminer une guerre en 2 ans ou bien en 3 ans. Surtout qu'il y a des puissances étrangères qui s'y mêlent. Donc c'est un peu compliqué de dire que la Russie est vaincue ou bien il a des difficultés de combat. Même si on sait bien qu'il y a un général, il n'était pas sur le front. On l'a tué en Russie. Ça arrive partout. C'est un général qui est d'ailleurs un général russe qui est en Russie. Il n'était pas sur le front, mais il a eu des forces ukrainiennes surprenantes, mais on ne peut pas le lier que parce que c'est la Russie est vaincue, raison pour laquelle il y a l'attaque surprise. Marcel Agbessino le disait, quand on regarde aussi dans le fond, on a l'impression qu'au-delà de cette guerre Russie-Ukraine, c'est plutôt une guerre que l'Occident voulait mener à la Russie. Naturellement. Et moi, je n'ai pas envie de regarder les pourtours de cette guerre-là. Cessez de vous battre. Cessez de tuer les gens. Cessez de massacrer les populations. Alors, la vieille dame, les enfants là, que Poutine bombarde en Ukraine, on fait quoi? On fait quoi? La population paisible, la retraitée là, qu'on bombarde, on tue dans les fermes. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Alors, moi je ne dis pas, depuis dans mes paroles, j'ai jamais dit que Poutine a raison, ou il n'a pas raison, ou Zelensky a raison, ou il n'a pas raison. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, la guerre, ce n'est pas bien. Quelle que soit la raison, allez tuer. Quand vous dites que Poutine n'a pas enclenché la guerre, monsieur Kamako, non, il a enclenché la guerre. Il a quitté son territoire, a fait rentrer des chars dans un autre pays. Et les chars là ont été brûlés, vous avez vu. Bon, ça veut dire il n'est pas le tout-puissant que tout le monde clame. C'est ça le mal de l'Africain. On clame qu'il est puissant, il est fort. Non, un éternellement puissant n'existe pas. C'est comme si vous voulez vous battre avec quelqu'un, il vous donne des points, vous encaissez des coups, vous lui donnez des coups, il encaisse aussi. Finalement, vous deux, vous serez blessés. Et donc, il ne faut pas commencer par la guerre là. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, on voit que le président Biden s'est battu aux côtés de Zelensky. Et la France, l'Allemagne, tous les autres, ils l'ont fait. Maintenant, quand vous parlez de soutien, je vais extrapoler un peu et arriver sur le terrain de soutien. Le soutien, moi, j'étais perplexe la dernière fois quand j'ai vu M. Assad fuir, bien qu'il ait un soutien puissant que vous applaudissez. Un soutien puissant. Poutine était fatigué parce qu'il a ouvert trop de fronts de guerre. Il était fatigué. Il ne pouvait plus, donc il faut que Assad cède. Alors, au-delà de ça, je dis, laissez la guerre. Il ne faut pas commencer par. Même pas démarrer par la guerre. Moi, je ne le dirai jamais assez. Chaque fois que j'ai l'occasion, il ne faut pas faire la guerre, quelle que soit la raison. D'accord. Non, mais moi, je pense que cette comparaison ne mérite pas d'être faite. On ne peut pas comparer la situation en Syrie à celle de l'Ukraine. Vous avez, parce que la guerre russo-ukrainienne, vous avez un pays comme la Russie qui est autonome. C'est la question tout à l'heure que vous posez tout à l'heure à Marcel. Vous avez un pays comme la Russie qui a les moyens de sa politique. Vous avez vu, quand s'est posé le problème de gazoduc, la Russie s'est justement, en fait, lancée dans les chantages, en fait, dans les chantages. Donc, je crois que tous savent qu'aujourd'hui, la Russie occupe, en fait, une place prépondérante sur l'échiquier international. Et donc, soit... En matière de guerre. Pas seulement en matière de guerre, sur plusieurs pas. Soit vous acceptez d'avancer avec elle et vous êtes tranquille, soit vous décidez de lui déclarer la guerre et la Russie vous mène la guerre. C'est ce qui est en train de passer aujourd'hui. On a demandé que M. Poutine n'arrive pas en Afrique, qu'il arrive, on l'arrêtait. L'invasion russe, c'est-à-dire que ça, c'est un élément de langage purement atypique, purement en fait afférent aux médias occidentaux. Vous m'excusez comme ça de m'attarder. Mais là, vous les médias togolais, comment vous avez dit ça? C'était pas une invasion? C'est la réalité.
C'est la réalité. Parce que si aujourd'hui, on voit Volodymyr Zelensky en train de raser le mur pour aller discuter avec la Russie, et pourtant, au début, on nous faisait croire que l'Ukraine ne faisait que de la Russie qu'une seule bouchée. Je trouve que les informations au départ ont été tronquées. On n'a pas dit ça, et d'une manière ou d'une autre, les médias occidentaux ont contribué à prospérer cette guerre-là qui, justement, débauche aujourd'hui sur des hécatombes comme M. D'accord. Monsieur, on va parler aussi de l'autre guerre, la guerre Israël-Palestine. Cela fait également un peu plus d'1 an qu'elle accourt maintenant avec cette attaque qualifiée de terroriste par la Palestine en territoire israélien. L'État hébreu n'a pas hésité à répondre vigoureusement. Et aujourd'hui, à Marcel Agnessinou, quand on regarde aussi sur la carte au niveau du Proche-Orient, on a l'impression que ce n'est plus vraiment une guerre Israël-Palestine, mais il y a une sorte de régionalisation du conflit. Partout sur le globe, il y a toujours des difficultés entre les grandes puissances. Israël, la guerre israélo-palestinienne, vous le savez mieux que moi, mais remontons un peu à l'histoire que depuis 1948, au moment où, surtout 14 mai 1948, il y a l'indépendance de la Palestine, il y a l'indépendance de l'Israël plutôt, en 1948, sauf changement de... Indépendance ou retour, parce que voilà, on leur a octroyé ce territoire. Ce territoire. Donc depuis ce temps, vous verrez avec moi que les deux nations, que ce soit la Palestine ou Israël, ils sont affrontés aux musulmans. Et lorsqu'il y a l'indépendance en 1948, d'abord avant 1948, il y a 1947 où on a fait le partage de l'Israël, de la Palestine. Après ce partage, vous trouverez sur la cartographie les Juifs de l'autre côté qui sont un peu peuplés face aux Arabes qui représentent 45%. Les Juifs, c'est 45%. Et une partie est réservée sous tutelle de l'ONU, qu'on appelle Jérusalem. De ce partage découle de mécontentements. Ces mécontentements vont ressurgir en 1949 avec la grande guerre entre l'Israël et la Palestine. Maintenant, aujourd'hui, vous verrez avec moi que à Gaza, c'est la suite logique de ce qui s'était passé en 1947 et 1948. Parce que les gens n'ont pas décollé, digéré tout ce qui s'était passé et on a imposé une guerre à ces puissances ou bien à ces pays, voilà, à ces pays. Là, dans ces zones, il y a les Américains qui tapissent dans l'ombre et il y a l'Israël malmené, ou bien si vous permettez le terme malmené, je ne sais pas, mais l'Israël de Benjamin Netanyahou considère qu'il a tout gagné, il a tout à sa possession, et ce qui fait que on ne comprend plus pratiquement rien aujourd'hui par rapport à cette guerre. Gaza est envahi et dominé, les gens fuient, il y a de nombreux blessés, il y a de nombreuses morts, et personne ne trouve des accords ou bien ne tapisse sur la table. Ce qu'on nous brandit, c'est qu'il y a résolution 17 points et quelques. Parce qu'il y a une ligne verte que les deux ne devront plus franchir. C'est la suite logique de la même guerre qui a encore touché le Hezbollah, le Liban. Parce que le Liban, normalement, ce n'est pas la force, ce n'est pas les autorités libanaises qui font la guerre. C'est une armée, je peux dire, en temps normal, terroriste, qui sont organisés, un groupe organisé au Liban, qui ont combattu il y a des années
aux côtés de même Liban face à l'Israël. C'est eux qui ont déclenché la guerre là aussi contre le Liban à travers Gaza, etc. Donc c'est un peu, tout est mélangé là-bas, tout est flou. Alors Frédéric Azeglo, on a ici aussi un conflit qui gagne du terrain. Plus de 40 000 morts du côté palestinien. Est-ce que Israël n'en fait pas un peu trop? Oui, mais cette histoire, moi je suis toujours contre les guerres, les conflits dans ma vie. Mais si je suis un utilisateur de la Bible, ce conflit de la bande de Gaza ne date pas d'aujourd'hui. Si bien que un jour j'ai rencontré un Libanais en 2008, on parlait, j'ai dit voilà, Israël est en train de vous casser. Il dit Israël n'existe pas. Il me dit il n'existe rien qu'on appelle Israël. C'est-à-dire il nie même l'existence d'un État qu'on puisse appeler Israël. Alors que nous, certaines personnes, ceux qui pratiquent la Bible, sont collés à la Bible, disent que cette terre a été promise à Israël que lorsqu'ils ont été dispersés dans le désert. Et voilà, c'est en 1948 que Dieu a trouvé utile de les retrouver, de les regrouper ensemble, et ils sont là. Mais cette guerre durera, je suis désolé de le dire, c'est pas par ma foi, durera encore. Puisqu'en 1995, le premier ministre israélien, qu'on appelle à l'époque Isaac Rabin, a tenté de signer un accord de paix pour que la guerre la finisse définitivement. Un étudiant l'a abattu. L'étudiant l'a abattu, il n'a pas fui, on l'a arrêté, il a dit, mais attends, ce qu'il est en train de faire là, c'est contre ce que Dieu a dit, et donc Dieu m'a dit de le tuer. Et cet accord n'a pas vu le jour. L'accord n'est pas appliqué. Maintenant, si je reviens vers ce qui se passe ici, je le simule un peu par rapport à cette histoire de M. Poutine, c'est parce que ces gens-là, les Palestiniens, se sont rendus de nuit en Israël et ont tué des Israéliens, ont violé des gens, ont pris des otages et ils ont encore redonné vie à la guerre. Ils ont encore redonné vie à cette guerre qui ne fait que fatiguer tout le monde. Fatiguer tout le monde. Je vais demander, si j'ai la voix de le demander, aux protagonistes de se retrouver autour d'une table et de définir des conditions de paix pour qu'il y ait la paix. Puisque lorsqu'il y aura toujours des guerres, chaque protagoniste, chaque belligérant aura à son côté des gens qui le soutiennent. Et donc, avec le jeu des alliances, il y aura des affrontements. Dans cette guerre, on ne sait pas, moi je ne sais pas trop où se trouve le président Erdogan. Et maintenant, tous ceux qui seront rangés derrière Erdogan vont soutenir ceux qui se souviendront. Ceux qui vont se ranger derrière le prochain président Donald Trump soutiendront ce qu'ils soutiendront. Et le monde sera toujours invivable. De grâce que les protagonistes asseyent et définissent la paix. Est-ce que, quand on regarde dans le fond, disons que c'est un conflit existentiel, parce que ça pose même la question de deux États, un État juif et un État palestinien qui cohabitent. On n'a pas véritablement l'impression qu'on s'achemine vers là, mais dans le fond, pour beaucoup, si la Palestine a provoqué la situation il y a presque 2 ans, Israël a aussi énormément violé les accords qui ont été signés par le passé. Oui, Israël a violé les accords qui ont été signés par le passé. Tout à l'heure, quand on débattait de la guerre russo-ukrainienne, Marcel a fait sortir le mot, l'hégémonie, la quête de l'hégémonie, de la souveraineté internationale, de la souveraineté nationale. Je pense que c'est de ça qu'il est question également en Israël. Et donc aujourd'hui, les Israéliens ou bien l'Israël est justement dans cette logique-là, aller justement conquérir son hégémonie et sa souveraineté nationale. Et donc malheureusement, et je crois que M. Azeglo l'a dit, aussi longtemps que cette guerre durera, je pense que l'Israël va toujours maintenir la pression parce que la force de l'Israël, elle est extraordinaire. C'est une force surnaturelle en fait. C'est-à-dire que les croyants vous diront que tout a été prescrit et que ce n'est que l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit. Donc aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, la guerre s'est élargie avec d'autres pays. Vous parlez de la régionalisation de la guerre.
avec encore beaucoup plus de morts. Et ça continue malheureusement. Sauf que la nouveauté ces dernières années ou bien ces derniers temps, c'est le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Benjamin Netanyahou. Et donc, je pense que cet accord, pour moi, c'est un non-événement, c'est un non-lieu, d'autant plus que c'est vrai que ça empêche en fait le Premier ministre israélien de faire certaines sorties, mais la communauté internationale n'a pas pu en fait mettre la pression sur lui, parce qu'il faut justement avoir un droit de veto. Il faut que des pays qui malheureusement ou bien heureusement soutiennent aujourd'hui l'Israël ont le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je crois que c'est un mandat d'arrêt qui est lancé, mais qui ne fait pas le poids devant les juridictions. Donc c'est pour ça, je dis que avec tout ce qui se passe, il revient en fait aux uns les autres de mettre de l'eau dans leur vin et de reconnaître en fait que ça dépasse en fait l'attendement de l'être humain et que la force de l'Israël, elle l'attire d'ailleurs. Et pendant ce temps, le monde se prépare le 20 janvier prochain à accueillir le retour aux affaires de Donald Trump. On a parlé, Marcel Agbessinou, des deux grands conflits russo-ukrainiens et Israël-Palestine. Est-ce que le retour aux affaires de Trump, j'ai envie de dire, va sonner une sorte de solution à ces conflits-là? Non, si vous questionnez, vous retournez un peu en arrière, lors de son premier mandat, et le message de campagne de Trump, il a martelé partout où il s'était passé qu'il était le premier président depuis 1970 à ne jamais faire une guerre. Ouais. Donc s'il est dans cet élan, c'est comme s'il voulait sauvegarder cet acquis-là, cet acquis personnel. Donc, à mon avis, s'inscrivant dans la logique de Trump, et à mon avis, je peux vous dire que Trump ne voulait pas la guerre, il voulait la tranquillité du globe terrestre, vous savez mieux, parce que l'Amérique, la puissance, c'est une grande puissance mondiale, et c'est les États-Unis qui contrôlent le monde entier, et avec la bipolarisation, où les États-Unis, ils regroupent l'OTAN, l'Occident, sauf la Russie, la Corée du Sud et la Turquie, quelques pays. Nord. Donc, dans cette situation, Trump ne s'inscrivira pas dans la même ligne droite comme les Occidentaux le font, ou bien l'OTAN le font. Il avait dit qu'il mettrait fin à la guerre russo-ukrainienne dès le premier jour de sa prise de fonction. Ah oui, parce que... ça veut dire qu'il va couper le soutien, c'est ça? Non, pas couper le soutien, mais entre-temps, il y a le lien, il y a un filet invisible entre Trump et Vladimir Poutine qui ne dit pas son nom. Parce que le courant passait entre les deux. Il s'attendait... Mais Poutine ne l'avait pas soutenu pour la présidentielle. Poutine était plutôt pour... On avait accusé lors de son premier mandat qui s'est achevé lors des élections présidentielles. On a accusé la Russie que c'est la Russie qui a tronqué les résultats de Trump. Donc maintenant, cette Russie ne voulait pas encore, même dans l'ombre, elle peut toutefois jouer son rôle. Mais entre Trump et Poutine, je peux vous garantir que ça au moins, il y a de bonne presse. D'accord. Est-ce que vous pensez que le retour de Trump aux affaires peut ramener un semblant de paix dans le monde? Ce 2024, c'était pas vraiment la paix, hein? C'était pas vraiment la paix. Retour de Trump aux affaires, oui, il peut juste refuser donner du soutien militaire à l'Ukraine et affaiblirait davantage l'Ukraine. Mais par rapport à l'Israël, il est un grand soutien de Benjamin Netanyahou. Oui, il est un grand soutien de Benjamin Netanyahou. Donc, c'est longtemps que Benjamin Netanyahou sera aux affaires. Là, il a des débellés judiciaires. Mais quand il sera aux affaires toujours, Trump soutiendrait Netanyahou comme les autres occidentaux et la guerre. Ou alors, on demandera aux adversaires de Netanyahou, on va les affaiblir davantage pour que la guerre finisse. Mais ces gens-là, ils n'écoutent pas aussi. Hein. Bon, donc, Donald Trump seul dispose de la magie, connaît la magie dont il dispose pour finir la guerre le premier jour, mais je peux vous dire que j'ai juste un discours de campagne. Il faudra appeler les gens et dire, bon d'accord, Poutine ne va plus faire la guerre,
ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce que il y a ce que nous appelons l'OTAN. Il est vrai, au premier mandat de Donald Trump, il s'est désolidarisé de beaucoup d'accords que l'Amérique avait ratifiés. Mais bon, c'est pas la nouvelle politique qu'il va adopter. Parce qu'il est le président, mais il ne sera pas lui seul à gouverner. Bon, donc, je crois que avec Trump, l'intensité des guerres diminuera. Retour de Trump, espoir pour la paix. Oui, bien évidemment, espoir pour la paix, ça je peux le dire comme ça tout droit, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sa promesse de campagne. Il a dit que lorsqu'il arrivera au pouvoir, la première des choses c'est justement de mettre fin à cette guerre russo-ukrainienne, et je suis tenté de vous dire que cette promesse-là, il la tiendra, parce que nous sommes aux États-Unis, dans un pays hautement démocratique, et que c'est souvent difficile en fait pour les politiques de faire ce qu'on peut appeler de la démagogie. Si vous faites des promesses de campagne et que vous arrivez au pouvoir et vous vous écartez, vous prenez de la distance par rapport à ces promesses-là, il y a des institutions, il y a des instances en fait qui vont, qui vont vous rappeler à l'ordre. Donc Donald Trump sait qu'aujourd'hui ça devient pour lui un impératif de mettre fin à cette guerre-là, et on a déjà vu des chassés croisés entre lui et le président russe, et donc ça veut dire que les choses ont commencé par se discuter dans ce sens-là. Et donc Donald Trump en fait c'est un président, hein, c'est une personnalité entre guillemets atypique dans le sens positif du terme, parce que vous avez vu la position rigoureuse qu'il avait adoptée face à ce qu'on peut appeler à l'époque la crise sanitaire Covid-19. Donald Trump faisait partie de ces présidents-là qui avaient le courage de dire aux gens que ce qu'on appelle crise en réalité c'était pas une crise. Et par la suite on a vu que c'était tout un tintamarre, c'était tout un en fait cinéma orchestré, parce qu'aujourd'hui les résultats sont là, il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup de médecins, des docteurs qui ont le courage en fait de dégeler le gel du silence. Les langues ont commencé par délier. On a vu que cette crise-là n'était justement qu'une marginalisation, c'était juste quelque chose qui a été inventé pour ralentir le monde à l'époque. Donc je pense que pour Donald Trump, les États-Unis n'ont pas besoin en fait entre guillemets du faux, hein, pour se faire attendre, ou bien pour exprimer leur puissance. Donc Donald Trump a une stratégie, il sait ce qu'il faut faire pour que les États-Unis restent économiquement solides pendant longtemps. Et on va passer maintenant sur le continent rapidement, quelques minutes avant la pause, et on continuera. Donc sur le continent, on parle maintenant de guerre. Il y a la guerre aussi sur le continent, notamment du côté du Soudan. Vous n'aimez pas beaucoup la guerre, mais on va encore en parler. Deux généraux qui se battent là-bas pour le contrôle de l'État. Cela fait également plusieurs mois que ce conflit dure, et on a du mal à voir le bout du tunnel, et l'Union africaine n'est pas très efficace dans ce conflit. Oui, la guerre au Soudan, ça nous casse les pieds, ça nous casse la tête. La guerre au Soudan, oui. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Alors, ces deux généraux, chacun veut prendre le contrôle du pays. Mais c'est devenu très très difficile. Entre-temps, il y avait eu ce problème avec les Salva Kiir et avec Omar el-Béchir, et on a divisé le pays en deux, en Soudan du Sud et en Soudan même. Alors, est-ce qu'il faut encore diviser ce Soudan pour les deux généraux? Afrique, sincèrement, il faut que l'Union africaine, puisque nous clamons notre indépendance vis-à-vis de l'Occident, nous voulons être nous-mêmes. Alors, j'invite encore les leaders africains, ceux dont la voix est écoutée loin, de se placer de nouveau sur cette guerre-là, appeler les gens, les généraux, les appeler chacun, et les amener vers la paix. L'amener vers la paix, parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix, des Soudanais vont mourir par milliers, des gens vont fuir, des gens vont s'exiler. Et maintenant, on ne sait même pas ce que les deux généraux la veulent. Ils n'ont qu'à s'asseoir et partager le pouvoir. Ils n'ont qu'à s'asseoir et partager le pouvoir. Si c'est le pouvoir qui est leur problème, je me rappelle, il y a une année, dans les premières années de Joseph Kabila au Congo démocratique, on avait fait un plan où on avait un président et 4 vice-présidents. Et ce plan-là a marché.
lorsqu'on a mis ce plan-là sur place au Congo démocratique, il y avait eu la paix pendant plus de 5 ans et après on a gagné des élections jusqu'à ce que où on est aujourd'hui. Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre. Alors j'interpelle les leaders africains qu'ils se tournent de nouveau vers le Soudan pour que la paix revienne. Qu'est-ce qui explique, Marcel Agbessinou, l'échec notoire de l'Union africaine dans la résolution du conflit soudanais? Non, l'Union africaine est souvent manipulée par la métropole. La métropole que je nomme la France. C'est cette France qui se dit être membre aussi de la CEDEAO, qui est encore présente. Non, mais peut-être observateur. Non, pas observateur. Pays observateur, oui. Donc, cette CEDEAO a torpillé beaucoup, a créé beaucoup de bordel ici en Afrique à travers nos institutions légalement constituées. Cette guerre que nous déplorons tous, c'est une guerre qu'on devait normalement éviter quand on sait que, c'est vrai, chaque génération au Soudan a une guerre en passant, comme le Tchad aussi. Il n'y a aucune génération au Soudan n'a jamais connu de guerre, c'est toujours la guerre. Ils sont habitués parce qu'il y a des ressources énergétiques et minières. Tout, il y a de pétrole, il y a l'uranium, il y a beaucoup le sol. On avait pensé que en renversant Omar el-Béchir, ce pays aurait connu la paix. Allait disparaître. Non, voilà, parce que il y a les deux généraux, raison pour laquelle certains ont qualifié la guerre là que c'est la guerre des généraux. Parce qu'il y a deux généraux d'une même nation, d'une même armée qui s'affrontent au vieux au sud de tout le monde. Et il y a des milliers qu'on tue en passant. L'Amérique vend ou bien vendait des munitions, des armes. Il fournissait des armes à ces deux protagonistes. Qu'est-ce que l'Union africaine peut toutefois faire là-bas? Au moment où on voit des grandes puissances mondiales qui incarnent l'hégémonie mondiale. tu es minoritaire. L'UE est minoritaire, la CEDEAO est minoritaire. Raison pour laquelle moi je dis que si on peut trouver quelqu'un pour toutefois parler aux deux généraux, pour au moins faire cesser la guerre ou bien déposer les armes, ou bien déposer les armes de guerre, ce serait mieux. Parce que le nord est majoritairement peuplé des musulmans arabes. C'est un gouvernement arabe qui est là-bas face au sud qui est aussi majoritairement dominé par les noirs chrétiens. Donc d'une manière d'une autre, c'est une guerre ethnique. Et de deux, c'est une guerre basée sur les ressources énergétiques et minières. Parce qu'il y a un bon nombre de populations qui n'ont pas accès à l'eau, accès à la terre, ni aux ressources énergétiques, etc. Messieurs, permettez, on va marquer la pause pour suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on va continuer dans la seconde partie.